On est venu me voir une fois. J'ai accepté de la voir tout simplement pour lui dire, tu laisses la chambre comme elle était là-haut. Quand je sortirai, je reviendrai un peu, je me reposerai. Puis après, on parlera. Puis je lui ai dit, maintenant tu te tailles. Alors elle était là un peu, pas du tout emmerdée de me voir dans cet état-là. Mais il se passait peut-être quelque chose en elle. J'avais représenté, je ne sais trop quoi, mais j'avais représenté une porte de sortie, une porte de secours peut-être. Elle était beaucoup plus vieille que moi et avait décidé, je crois, de ne plus se marier quand moi j'étais arrivé là-dedans. Alors peut-être qu'au pied de mon plumard, battant la fièvre et commençant à prendre un peu le large, peut-être qu'elle revoyait. Car au fond, on ne va pas rentrer dans les détails et dire on n'était pas fait pour s'entendre. La question n'était au fond pas là. Mais j'avais représenté pour elle plus sans doute qu'elle avait représenté pour moi. Et moi, je ne l'avais pas prise comme une bouée. Alors que pour elle, peut-être, j'avais été la bouée. Seulement, je l'avais meurtrie. Je l'avais blessée, mais sans jamais oublier de me blesser moi-même. Car s'il y avait bien une chose très connue, admise, c'est que si, tout au début, alors que nous avions pratiquement commencé et ouvert le feu, moi sur elle et elle sur moi, assez vite, j'avais tourné le flingue et j'amenais de l'eau à son moulin. Non seulement quand elle m'engueulait, je ne me défendais pas et je ne l'attaquais pas, mais quand elle m'engueulait, je m'engueulais. Je lui tendais tous les arguments possibles. Je lui montrais qui j'étais, le mec qu'elle avait épousé, le gars qui l'avait baisé, qui l'avait défleuré, qui avait foutu des minots. Et si par hasard je découvrais chez elle une fatigue, une lassitude, qu'elle commençait à laisser tomber les bras, alors je renchérissais, je lui redonnais toutes les armes. Ce que je voulais, c'était qu'elle me descende avec mon aide. Et peut-être qu'au bout du plumard, elle pensait un peu à ça, se disant, car elle était toujours très étonnée, elle avait des yeux surpris devant toutes les choses. Elle n'était pas pour moi, mais elle était pour un autre. Beaucoup de choses la faisaient souffrir. J'avais développé sa souffrance, sa capacité d'encaisser la souffrance. Ce que je voulais maintenant, c'est qu'elle se taille, qu'elle me laisse là moisir dans mon jus, et si je m'en tirais. Après tout, je m'en étais tellement tiré de tout un tas de drôles de merdier, j'arriverais peut-être à me tirer de celui-là. Et quand je suis revenu à la chambre, pas très d'aplomb sur mes guiboles, j'étais revenu avec une idée très précise en tête. Je saisis la maladie. Le seul bien que la maladie ait pu m'amener, c'était que j'allais m'en servir comme d'un paravent, évitant toute discussion, n'ayant plus envie de lui donner des armes, mais de rentrer à la maison, de lui dire je suis obligé d'aller me reposer à la montagne. Je suis un tupard qui rechute. On me dit que je dois prendre le lit pendant des mois. Avec ça, j'ai les tripes qui ne marchent pas. Et j'ai besoin de ma malle. Ce que j'ai pu penser à ma malle, quand j'avais de la fièvre, je pataugeais dans des bouquins. Il arrivait que je refasse le même rêve plusieurs fois. Et que j'essaie, la chose impossible, c'est de m'empêcher de refaire ce rêve une nouvelle fois. Je me revoyais montant chez moi. Je prenais ma malle, mettais une grosse courroie autour. Je réussissais à la charger sur mes épaules. Et je sortais avec mon trésor. Et arrivé dans la rue, en bas, je la posais par terre, j'appelais peut-être une voiture, un taxi. Et quand je me retournais, j'avais plus de mal. Alors je sortais de mon rêve et je me disais, c'est ce qui va m'arriver.
Je vais me faire baiser au dernier moment, ou bien je vais arriver là-haut et la malle sera vide. Alors je me mettais à magnétiser mon univers, à me concentrer au point de l'imaginer elle là-haut dans son lit, avec Coucou à côté et la toute petite qui braillait dans un coin. Et supposant qu'elle était en train de penser ce qu'elle pourrait me faire, non pas pour m'empêcher de partir, mais pour me faire chier jusqu'au dernier moment, pour prendre sinon sa revanche, du moins gagner une ultime bataille, j'essayais de l'hypnotiser dans son rêve, j'essayais de la fasciner, j'essayais de la détruire, de détruire cette idée. Et quand j'ai poussé la porte, Coucou était là. Elle m'avait pas vu depuis des mois. Elle m'a un peu marché sur les pieds, s'est foutu dans mes jambes. Elle m'a demandé si j'allais refaire des pablos. À moi, je répondais seulement coucou, coucou, et j'ai fini par rentrer dans ma chambre. J'ai vu la malle. Et avec un certain calme, j'ai retiré le couvercle et j'ai vu tout était là. Tous mes bouquins étaient là. À un moment, j'ai été gêné. Je me suis dit, je me suis gouré sur elle. Non pas tout est encore possible, mais après tout, elle a peut-être revu ce qui s'était passé. Et-elle décidé maintenant à me laisser faire? Mais me laisser faire quoi? Parce que j'en étais au même point que lorsque je travaillais en usine, que je poussais mes chariots ou que je regardais la Seine qui coulait. Au même point, c'est-à-dire je pensais à moi, mais je ne savais pas quoi faire de ce moi. Donc ça ne servait à rien, même si elle avait changé brusquement, même si elle était arrivée dans la pièce, qu'elle me regarde avec peut-être des larmes dans les yeux, qu'elle se soit approchée de moi et qu'elle m'ait embrassé, alors qu'il était si rare qu'elle m'embrasse, si rare qu'elle se laisse toucher. Quand je me rappelle... Enfin ça, non. Et j'ai bien regardé ma malle, je l'ai bien ficelée. J'ai pris la petite valise que j'allais traîner avec moi partout. J'ai foutu 2-3 chemises dedans et puis quelques livres que je pourrais lire tout de suite. Puis j'ai commencé à tirer ça faisait un raffut de tous les diables. Ça rayait tous ces carreaux. Je suis arrivé comme ça jusqu'à l'entrée. Et c'est quand je passais ma malle sur le palier qu'elle a daigné sortir de sa cuisine. Donc si elle n'était pas venue à mon arrivée, c'est que je devais vraiment partir. Alors j'ai essayé de refermer la porte. Coucou était là, qui me regardait, qui peut-être comprenait quelque chose. Je me souvenais quand, en étant môme, je servais de tampon de paravent. Moi, je comprenais très vite. Très vite et très jeune. Je devais avoir 3 ans, 4 ans. Quand le vieux et la vieille s'engueulaient à voix basse pour pas me réveiller. Et que ça m'avait réveillé quand même. Sans penser, car je pensais pas, mais je ressentais ce qui était en train de se faire. Et au fur et à mesure que je grandissais, je voulais leur montrer que je ne dormais pas, que j'étais pas ce petit ange que ma mère pensait que j'étais. Jusqu'à ce qu'une fois, je devais avoir 6 ans, 7 ans. J'avais même essayé de recoller le vieux et la vieille qui venaient de s'envoyer un véritable savon. Alors Coucou, peut-être, pensait la même chose ou allait faire la même chose. Elle s'est serrée un peu dans mes guiboles et il me semblait qu'elle ne voulait pas que je parte. Moi, il fallait que je foute le camp parce que le seul être vivant sur Terre à cette époque-là qui pouvait m'empêcher, c'était Coucou. Alors j'étais un peu sec avec elle, je l'ai repoussée. Alors elle est allée se blottir dans les jambes de sa vieille. Puis ils ont fermé la porte, quoi. Puis j'ai essayé de descendre ma grosse malle, marche par marche, en me disant qu'il ne fallait pas que je fasse le con. En bas, si je prenais un taxi, il ne fallait pas que je m'écarte. J'ai pris mon taxi et j'ai envoyé ma malle là où j'allais. Il avait été entendu entre mes vieux et moi qu'il viendrait m'accompagner à la gare.
qu'avec moi, ils attendraient le train. Alors j'avais un petit rencard dans un bistrot pas très loin de la gare, où je les attendais. Mon train devait être le soir, très tard, vers 10h, 11h. Sur le coup de 8h, bien, ils ont débouché dans le bistrot. Le vieux et la vieille, avec un petit paquet. C'était pour moi, pour le voyage. La mère restait convaincue que je partais pour me reposer, pour me soigner, et convaincue que ce que je pensais ne se réaliserait pas. C'est-à-dire que je partais et je revenais. Et continuellement, je regardais l'heure de la petite horloge. Le temps passait au compte-gouttes. Je dirais pas qu'il me faisait chier, mais il n'arrangeait pas les choses en étant venu. Seulement, je ne pouvais pas leur refuser ça. Je ne m'étais pas dit, bien, je vais avoir droit aux dernières recommandations, ou je ne sais trop quoi. En tous les cas, le père, lui, était devenu l'hyper silencieux. Mais je soupçonnais que la mère voulait une dernière fois tenter de brosser un tableau, une sorte de fresque à sa manière. Peut-être avec moi dans le buisson, mais elle était décidée à me déloger de mon buisson. À me faire m'entendre avec les animaux et les habitants de la forêt. Alors, entre deux pots ou deux gorgées, de temps en temps j'allais pisser, je restais un bon moment en bas, je revenais. Je sentais qu'elle croyait le moment venu à son tour de brosser le tableau. Puis à 9h, j'ai trouvé qu'on devait se rapprocher de la gare. Alors en cours de route, ça évitait les discussions. C'est con, mais à 30 berges d'être, non pas greffé sur ses parents, moi je suis pas... En fin de compte, j'ai pas de vieux. Mais en disant j'ai pas de vieux, je sais très bien que j'ai des vieux, quoi. Ils m'ont baisé jusqu'au trognon. Parce que s'étant engueulés toute leur vie devant moi, s'être laissé aller au point où ils se sont laissés aller devant un bébé, devant un enfant, devant un adolescent, devant un homme. Non pas ils savaient très bien, mais s'ils avaient pu un peu réfléchir, ils auraient très bien compris que j'avais pris le relais et que je venais de partir en flèche exactement comme eux. Mais petite différence entre eux et moi, c'est que je réfléchissais un peu. Et que le coup que je tentais là, ça devait être un coup définitif. Adieu, quoi. Quand on est arrivé à la gare, eh bien, il a fallu aller au buffet. Puis là, ça a recommencé à traîner en longueur. De temps en temps, je regardais la vieille qui me transperçait, littéralement, qui ne me regardait plus, qui regardait une autre image de l'enfant qu'elle aurait certainement voulu avoir, qui m'avait posé une question. Tu as emmené ta malle? Oui, elle est déjà dans le train. Je voyais son cou, un cou gros que j'avais toujours vu, maigre comme le cou du poulet. Et puis le vieux, alors lui, je crois qu'il n'avait plus de cou du tout. Il était devenu à la fois une boule et un fantôme. Et ça me revenait comme tout pouvait revenir. Pendant qu'elle parlait, pendant que je parlais, des images qui se bousculaient dans mon cigare. En me disant qu'un jour, il faudrait que je revoie ça de beaucoup plus près. Que j'essaye de défaire la bobine sans trop faire de cassure. Les nœuds, ça passe pas dans les aiguilles. Ça sera peut-être d'une certaine utilité. Une utilité que je repoussais à plus tard. Et avec le grand coup de la vieille, c'est ce tas de peau qu'elle avait en dessous sa pomme d'Adam. Pomme d'Adam qu'on pouvait voir monter et descendre à chaque fois qu'elle avait beaucoup de mal à avaler sa salive, ou comme si elle en avait eu en tout cas. Les yeux assez souvent tournés en l'air, vers le ciel. Je voyais ce même coup, mais des années avant. Comme je le reverrai peut-être des années après. Un coup qui suait. Quand elle avait terminé son marquat, c'était pour repasser du linge, le linge des locataires. Puis comme elle trouvait qu'elle n'en avait pas assez, eh bien, elle prenait le linge de certains types du quartier. Avec des gros fers en fonte qu'elle maniait avec beaucoup de souplesse, beaucoup de dextérité. Et quand la journée commençait à s'effilocher,
Alors la pose de son corps changeait, au fur et à mesure que les heures passaient et ensuite que les demi-heures et presque que les minutes passaient. On voyait toute la fatigue dans ses coudes, dans ses deux coudes. Elle appuyait tout son corps sur un seul côté, sur une seule jambe. Et puis ensuite, elle refaisait le pli de l'autre côté sur une autre jambe. Puis elle avait une serviette toujours au bout de la table, qui lui servait à s'éponger. Et assez souvent, pour ne pas dire tous les jours, quand je la voyais repasser, le soir, vers 6h, 6h30, elle relevait sa grosse tignasse, parce qu'elle avait beaucoup de cheveux. Elle relevait sa grosse tignasse et avec un peigne qu'elle traînait de son pays, en Italie, elle bloquait les cheveux sur le dessus du crâne. Alors je voyais dans ce que je pouvais prendre pour des rides, mais qui n'était fin de compte que de la maigreur après avoir eu un corps que moi je n'avais jamais connu, un corps assez bien fait peut-être. Je voyais les gouttes de sueur qui suivaient les plis, qui descendaient tout doucement. Et elle trouvait toujours qu'elle était mieux, qu'elle aurait dû relever les cheveux bien avant ça. Mais moi, tout gosse que j'étais, je savais qu'elle ne devait pas les relever avant. Parce que ça, c'était le signal d'alarme. C'était « j'en peux plus », alors je relève mes cheveux. Et là, devant moi, elle s'impatientait non pas parce que le train allait partir dans 1 heure ou dans une demi-heure ou dans 10 minutes, elle s'impatientait devant elle-même. Elle sentait qu'elle se dégonflait de me dire ce qu'elle avait mis en route dans sa tête depuis pas mal de jours et qu'elle répétait comme un rôle de théâtre. Alors on a fini par sortir, par dénicher le train. Moi, je suis monté dans le train, ils m'ont un peu installé. Il n'y avait personne. Et puis je les ai raccompagnés au bout du wagon. Alors il a fallu les embrasser. J'ai embrassé le vieux et puis la vieille qui, comme prévu, devait se mettre à chialer. Et là, elle n'a pas eu de peau parce que ça a été beaucoup plus vite alors. Le gars a sifflé, le train a commencé à desserrer ses freins et il y avait un tel vacarme que j'ai pas pu entendre et que j'aurais pas voulu entendre. Mais je crois que tout y passait. De temps en temps, je saisissais un mot. Elle m'a jamais dit pense à moi. Et comme ça, j'ai débarqué dans les montagnes. J'avais retenu une chambre où je devais passer théoriquement quelques mois à la condition de pouvoir vendre quelques bouquins. J'avais juste ce qu'il fallait pour tenir une quinzaine de jours. Mais pas très loin de là, il y avait une ville. J'étais près de Thonon, de l'autre côté du lac de Genève. J'avais repéré une librairie quelque temps après, et je me hasardais avec ma petite valise et mes bouquins à vendre ça au gars. J'avais repéré un peu son genre, et ce que j'avais piqué pouvait lui convenir, en tous les cas certains. J'avais des Sainte Thérèse d'Avila, j'avais des Mauriac, j'avais toute la merde qu'on peut éditer. J'ai proposé ça au type en lui faisant remarquer que c'était des éditions numérotées. À vrai dire, le gars n'était pas contre, surtout compte tenu du prix que je lui disais. Seulement, il avait peur, il avait un doute. Le doute, c'était que je les ai piqués. Or, moi, je me présentais très bien à lui, avec une chemise, une cravate, et pas du tout comme un revendeur, mais comme un gars qui a acheté des bouquins, qui vient de tomber malade et qui doit revendre ses bouquins pour pouvoir continuer à se soigner. Ça a marché un peu, quoi. Ça m'a encore repoussé de 15 jours. Et puis alors là, comme là où j'étais avant, je me suis mis à avoir peur de ma piole et peur des gens qui étaient là-dedans. Il commençait à y avoir du monde. Alors j'ai déménagé brusquement un soir en casquant mon addition et j'ai pris un autocar et je me suis barré. Et puis là où l'autocar s'arrêtait, eh bien je me suis arrêté, je suis descendu. Il y avait un hôtel, je suis rentré dans l'hôtel et j'ai pris pension. Et dans l'hôtel où j'ai pris pension, même salade. 2-3 jours après, je ne pouvais plus m'y supporter. J'étais convaincu que, je sais pas, qu'on me suivait, qu'on m'espionnait, qu'on détaillait mes draps quand je me levais le matin. J'avais l'impression qu'on avait gratté des petites tâches que je n'avais absolument pas faites. Qu'on me soupçonnait d'être un malade peut-être contagieux, que je cachais quelque chose, que j'avais une honteuse maladie. Tout ça, je le soupçonnais, mais peut-être pas à tort. En tout cas, la patronne qui était là, qui avait une curieuse gueule, me faisait de plus en plus peur. J'arrivais plus à bouffer ce qu'elle me donnait, jusqu'à ce qu'une après-midi, je sorte. Je m'étais acheté juste avant de partir, ce qu'on appelait un Doffelcoat. Un gros truc de l'armée anglaise beige, faux poil de chameau.
Et je m'étais barré dans la montagne, j'avais marché. Au bout d'un moment, je m'étais arrêté. Il y avait, je crois, un petit torrent qui passait par là. Enfin, je me suis assis, j'ai essayé de fumer, puis je toussais sans arrêt. Et je me suis pas rendu compte que je glissais dans le sommeil. Et je me suis endormi là, dans les montagnes, entouré par un nuage de brouillard, de brume, de froid. Et c'est très tard dans la nuit que je me suis réveillé. J'étais transi et imbibé d'humidité. Alors vite, je me suis relevé et j'ai redouté d'être malade. D'avoir rechuté, d'avoir tout banalement, l'espace de 4-5 heures passées là à dormir sur une terre humide, d'avoir aggravé mon cas. Parce que tout ça était mélangé. Je me voyais mort, mais je me sentais pas trop capable d'affronter ça. Je suis rentré à l'hôtel et je suis foutu dans mon lit. Pendant quelques jours, j'ai battu une fièvre. Et pendant que je battais la fièvre, je me suis remis à penser, il fallait encore une fois que je me taille de là. Je me suis redébiné. J'en étais à mon deuxième hôtel. En l'espace de 4 à 5 mois, j'en ai peut-être fait une vingtaine. Jusqu'à ce que je découvre un jour une fille qui était à la fois la patronne et la serveuse de la baraque. Et que pendant un très court temps, on fasse un tout petit bout de chemin ensemble et que je joue un peu au maquereau, sans plaisir et sans déplaisir. Je ne pouvais plus vendre mes bouquins, je m'étais coulé à Tenon. Le gars en avait pris un bon paquet. Il aurait fallu que j'aille beaucoup plus loin, vers Annecy ou vers Annemasse. Et le peu d'argent que je me suis mis à avoir à la fin, je l'ai dépensé dans du papier, dans des petites boîtes de peinture que j'avais retrouvées, et dans ma chambre d'hôtel, et je me suis à nouveau remis à faire des tâches. C'est ce qui m'a donné un coup de fouet, m'a fait reprendre un certain élan. Je ne me suis pas découragé, et sans me dire, je crois que maintenant je dois faire des tâches, parce que, en fin de compte, où mènent les tâches? Je me suis dit, je vais vendre le plus possible de bouquins qui me restent, et je vais acheter une énorme réserve de petites boîtes, une énorme réserve de papier. Je vais rentrer du sucre, des pâtes, je vais essayer de trouver une piole quelque part, et seulement j'avais la fille qui me collait au cul, quoi. Alors je me suis débiné en lui promettant de revenir. J'avais trouvé la gage, si j'avais voulu, j'aurais très bien pu passer encore des mois, peut-être même l'hiver. Seulement ça me faisait chier de faire ça. Alors je me suis taillé. Et c'est comme ça que le lendemain matin, je me suis retrouvé à Paris. Et quelques heures après, chez la grosse. Les détails que je lui avais donnés, la veille, le soir dans le lit, et ce jour-là, eh bien, fin de compte, ça ne l'avait pas rassasiée. Elle voulait en savoir davantage. Ce qu'elle voulait surtout, elle, connaître, c'était ma vie très, très immédiate. Comment je m'étais marié, comment je l'avais trouvé, et je l'ai vu venir de loin avec ses petits sabots. Ce qu'elle voulait savoir, c'était où ça ne collait pas entre elle et moi. Or, je m'étais au fond pas posé cette question. Ça n'allait pas et ça ne pouvait pas aller. Elle insistait beaucoup. Elle attachait une importance là où je n'en avais peut-être pas tellement attaché, c'est que nous ne nous entendions pas dans un plumard. Elle était convaincue que tout partait de là. Que les idées que j'avais en tête, que le peu que je lui avais dit lui suffisait pour comprendre que c'est pas à cet endroit que le problème se trouvait. Pour elle, c'était entre les cuisses de l'autre. Tout en me demandant et en essayant de savoir si entre les miennes ça fonctionnait. Et tout en lui répondant, alors, d'une façon un peu hachée, je revoyais un peu les cuisses de l'autre. Les cuisses de On étaient très curieusement faites. Je ne dirais pas qu'elle avait une malformation, mais alors que là où les femmes, quand elles serrent un peu les jambes, et même quand elles les ouvrent, tout reste très fermé, très clos, très chaud, elle, même en les ayant fermées, c'était déjà le courant d'air là-dedans. Il y avait une sorte de petit tunnel qui passait en dessous le pubis, et de l'autre côté, on pouvait voir le jour. Ça m'avait curieusement surpris et en même temps refroidi. J'y avais vu là le signe
d'une certaine explication de sa frigidité retournée en agressivité contre moi. C'était à la fois la source interdite, mais une source interdite normale, puisque elle ne jaillissait pas d'entre deux pierres ou de dessous un buisson. Et toutes les scènes qu'elle pouvait faire aussi quand elle était pour la première fois en cloque, qu'elle se mettait à dégueuler. J'avais fini par croire qu'elle s'avortait par la bouche. Puis ensuite à croire qu'elle faisait ça pour me faire chier, qu'elle se grattait avec sa brosse à dents ses gencives et qu'elle voulait me montrer qu'elle avait du sang qui tombait. Moi, je m'étais mis à peler. À peler, ça a duré des années. Cette espèce de gratte que j'avais et qui me poursuivait depuis le poste, mais qui n'était pas une maladie que j'avais attrapée au poste. Je pouvais m'arracher la peau comme ça, par lambeaux, et j'avais la chair un peu à vif en dessous. Je commençais à tellement suer, à tellement mal me supporter. J'aurais pu faire le chemin inverse de celui que j'avais parcouru à une époque quand j'avais mes 18-19 ans. C'est-à-dire que si je notais sur un petit carnet la lente progression de mes muscles, je pouvais, 10 ans après, noter la lente régression de mes muscles. J'aurais pu, en l'espace de quelques mois, noter des centimètres de perdu. La nuit, je me dressais dans mon lit. Je cherchais quelquefois où j'étais. Et loin d'être rassuré en touchant ses cheveux, je m'efforçais à m'éveiller comme si j'étais encore en rêve. Toutes les nuits, la même scène. Je me levais, j'allais vers le robinet de la cuisine, un robinet qui n'existait pas dans mes mouvements, mais qui existait dans la réalité, et je me lavais mes mains. Des mains qui devaient avoir des traces de sang dessus. Je m'attendais à tout instant, alors que la vieille n'était pas encore arrivée près de nous, à entendre la voix de la vieille qui serait venue pour se débarbouiller. Je croyais aussi entendre les camions de chez Pavic qui passaient rue Béranger. Et sans effort, je retrouvais le chantier que j'avais laissé en cours la veille à l'usine. Planquer ce que j'avais fauché, les mains des gardiens qui nous palpaient le corps, la chute libre, le retour à la réalité. Curieux état. Les premiers jours, j'ai entendu plusieurs fois les sirènes, plusieurs fois le deuxième coup qui refermait les portes derrière le dos des gars. Et quelques jours encore, je me suis mis à traîner dans les rues. Je voulais traîner le soir. J'avais peur de rencontrer une tête qui me connaissait. Je m'étais rendu compte, en allant faire quelques courses dans le quartier, que personne ne me remettait, mais il suffisait d'un hasard et le téléphone arabe allait marcher. Alors je sortais le soir. Jusqu'à ce qu'un matin, d'assez bonne heure, vers 8 heures, je me sois levé et j'ai traversé la chaussée, enjambé le pont. Je me suis retrouvé dans un autobus et j'ai pris le 175. Comme si j'allais travailler, mais en retard, à Suresnes, chez Farman. Un Farman que j'avais quitté depuis 10 ans, 12 ans. Rien n'avait changé. Rien ne change dans le quartier. Il faudra qu'on les rase, mais sinon, les pavés ont chacun leur histoire. J'ai remonté la petite rue qui partait de la Seine et qui arrivait vers l'usine. Puis j'ai attaqué le tour de l'usine. Dedans, on tapait. On entendait gueuler. On entendait les voix de femmes, les voix d'hommes. Et je me suis retrouvé devant la porte d'entrée. Celle où justement les gardiens et le bureau d'embauche étaient. Là où on fouillait les types. Là où j'avais toujours les jetons quand j'avais un peu perruqué. C'est-à-dire perruquer, faire de la perruque. Et la perruque, c'est faire un truc en douce sur le dos du caïd, quoi. J'avais traversé une petite période à un moment où, parce qu'on travaillait sur un avion, ou parce que je ne sais quoi, je m'étais mis moi à faire la petite maquette très réduite de l'avion sur lequel je grattais. J'y tenais et je l'imaginais très bien sur le marbre de la cheminée, dans l'appartement de la vieille. Et le jour où j'ai sorti, j'ai vu les jetons qu'une fouille soit mise en route et que